Nous consommons quotidiennement plus d'1 litre d'eau, mais nous consommons bien plus nocifs que des molécules d'H2O finalement. Et notre corps produit des déchets toxiques qui auront une discussion sérieuse avec notre système urinaire et qui vont gentiment se faire raccompagner jusqu'à la porte de sortie. Notre système urinaire est un peu comme une police chargée de l'expulsion de composants qui menacent ou qui seraient tentés de menacer notre bien-être. Donc direction le pelvis et l'abdomen à la découverte de ce système, et le café n'est jamais un bon compagnon de route. Nous parlerons aujourd'hui dans cette vidéo sur le rein, qui représente l'acteur majeur du système urinaire. Le rein est un organe polyfonctionnel qui assure des missions assez distinctes, à savoir la filtration, réabsorption, ainsi que la sécrétion. Le rein est un organe pair, thoraco-abdominal, rétro-péritonéal, à la forme d'un haricot. Il est haut de 12 cm, large de 6 cm et épais de 3 cm. Il est de couleur rouge-brun, ferme à la palpation et il pèse généralement entre 100 et 150 grammes. Passons à présent à la description externe du rein. Il présente à décrire deux faces, deux pôles et deux bords. Tout d'abord les faces, une face antérieure ventrolatérale ainsi qu'une face postérieure dorsomédiale. Les bords en nombre de deux, le premier étant le bord latéral qui est convexe, le deuxième, médial, étant concave, au niveau duquel se situe le hile rénal. Deux pôles, un supérieur et l'autre inférieur. Abordons à présent les bords des reins. Tout d'abord le bord latéral qui est convexe et qui est péritonisé et prolonge vers le haut la gouttière pariétocolique. Le bord médial est concave, répond en partie aux muscles psoas ainsi qu'aux éléments du rétropéritoine médial, c'est-à-dire l'aorte pour le rein gauche et la veine cave inférieure pour le rein droit. Le pôle supérieur est en rapport avec la glande surrénale qui est située dans la loge rénale et séparée du rein par le feuillet intersurréno-rénal. Le pôle inférieur, quant à lui, est en rapport avec le segment initial de l'urètre ainsi que les vaisseaux gonadiques. Parlons à présent de la projection des reins. Il faut noter qu'elle est un tout petit peu différente pour les deux reins. En ce qui concerne le rein gauche, se projette par son pôle supérieur au niveau de la 11e vertèbre dorsale, son hile au niveau de la première vertèbre lombaire et son pôle inférieur au niveau du disque intervertébral de la 2e et 3e vertèbre lombaire. Le rein droit, à cause du foie, est situé un demi-vertèbre plus bas que le rein gauche, c'est-à-dire entre la 11e et 12e vertèbre dorsale jusqu'à la 3e vertèbre lombaire. Explorons à présent la structure interne des deux reins. Chaque rein est tout d'abord entouré de deux capsules, une externe qui est une capsule fibro-adipeuse et une autre sous-jacente qui est fibreuse. La capsule externe délimite la loge rénale, ce qui permet de maintenir entre autres le rein en place. Quant à la seconde, elle adhère au parenchyme rénal. Le parenchyme rénal est le lieu de résidence de l'unité fonctionnelle des reins, à savoir les néphrons. Il y a environ 1 million à 1 400 000 néphrons par rein. Et ce sont justement ces néphrons qui filtrent le sang et qui produisent l'urine. On distingue deux zones au niveau du parenchyme, une zone claire externe, c'est la corticale, et une autre interne plus sombre, c'est la médulaire. Parlons tout d'abord de la zone médulaire. On retrouve au niveau de celle-ci les pyramides de Malpighi, et on distingue une transition entre ces pyramides-là et la zone corticale marquée par ce qu'on appelle les stries de Ferrin. Entre ces pyramides s'insinuent les colonnes de Bertin. Et pour un rein humain, le nombre de pyramides est assez variable car il peut aller de 8 pyramides jusqu'à 18. Ça veut dire qu'il peut être multiplié par 2. Le sommet de ces pyramides est appelé la papille et c'est à sa pointe qu'on distingue les pores urinaires d'où émergent les tubes rénaux
par où l'urine quitte le parenchyme pour les calices. Au niveau des deux reins, on peut distinguer des cavités chargées de la collecte de l'urine envoyée par les néphrons. Tout d'abord, on distingue les calices, puis l'ensemble de toutes les calices d'un rein conflue vers le bassinet. La zone corticale, quant à elle, renferme les glomérules de Malpighi. On les retrouve exclusivement au niveau du cortex. Il est à préciser néanmoins qu'ils sont absents de la zone la plus externe, c'est-à-dire la zone immédiatement sous la capsule fibreuse. Maintenant qu'on a une idée globale quant à la disposition interne du rein, parlons plus en détail de son unité fonctionnelle qu'est le néphron. Les néphrons sont formés par les glomérules de Malpighi ainsi que les tubes de la corticale et de la médulaire. Leur architecture est constante, mais leur taille diffère. Les glomérules sont destinés à la filtration du sang. Quant aux segments tubulaires, ils sont responsables de la réabsorption et de la sécrétion. Il est important de garder en tête ces détails car ils sont très importants pour la compréhension de la physiologie rénale. Plus en détail encore, le glomérule, rappelons-le, est situé uniquement dans la zone corticale. Il est drainé d'abord par un tube proximal et celui-ci pénètre dans la médulaire qui se continue par le segment grêle. Notez que cette partie est plus étroite que la précédente. Ce segment grêle est ensuite suivi par le segment distal qui regagne le cortex puis s'abouche à un tube collecteur. Voici donc les grandes lignes en ce qui concerne l'anatomie interne du rein. Nous aborderons dans une autre vidéo sa physiologie détaillée afin d'exposer à quoi sert toute cette complexité et vous consoler pour vous dire que finalement ça en vaut la peine. 2000 years ago. Parlons à présent des rapports du rein. Tout d'abord, le rein est situé dans la loge rénale, par lequel il va avoir ses différents rapports. Cette loge se situe au niveau de la loge lombaire et se continue vers le bas. Elle va de la 11e côte au muscle et à la crête iliaque. La loge est limitée par le fascia pariétal qui comporte un feuillet dorsal et un feuillet ventral. De part et d'autre du rein, c'est-à-dire à l'intérieur de la loge rénale, existe de la graisse périrénale et entre la loge rénale et la paroi dorsale existe de la graisse pararénale. Parlons des rapports tout d'abord de la face dorsomédiale ou bien la face postérieure. Tout d'abord, on a les rapports par l'intermédiaire du diaphragme. On distingue notamment le cul-de-sac pleural costodiaphragmatique, les 11e et 12e côtes. Il est à noter qu'en cas de fracture d'une de ces côtes, il est important d'investiguer sur l'état du rein car il est susceptible d'être lésé. Puis on distingue les rapports avec les muscles de la paroi dorsale, notamment le muscle psoas ainsi que le muscle carré des lambes. Nous passons à présent au rapport de la face ventrolatérale ou bien la face antérieure. Il est à noter que les deux reins présentent à décrire des rapports légèrement différents pour cette face. Tout d'abord, le rein droit, il est en rapport avec le foie crânial, avec l'angle colique droit en latéral, le deuxième duodénum et la tête du pancréas au médial, l'intestin grêle en caudal. En ce qui concerne le rein gauche, il est en rapport avec la queue du pancréas, la rate, avec l'estomac, avec l'angle colique gauche cette fois-ci, ainsi que le côlon descendant, et enfin avec le jejunum en sous-mésocolique. Parlons à présent de vascularisation. La vascularisation des deux reins est assurée par les deux artères rénales droite et gauche qui proviennent toutes les deux directement de l'aorte abdominale et qui naissent au niveau du disque intervertébral L1-L2. En ce qui concerne l'artère rénale droite, elle est longue de 7 cm. Quant à l'artère rénale gauche, elle est longue de 5 cm. Les deux artères vont donner deux branches terminales, une branche antérieure dite pyélique et une branche postérieure dite rétropyélique. Intéressons-nous à présent à cette vascularisation à une échelle moindre. Les deux artères précédemment citées, antérieures et postérieures,
elles-mêmes issues de chaque artère rénale, vont drainer différents segments du rein. Notez que cette division segmentaire ou vasculaire est hautement utilisée en chirurgie car l'amputation d'un segment n'empêche nullement le bon fonctionnement d'un autre. Commençons tout d'abord alors par la branche antérieure. Elle est responsable du drainage artériel des segments supérieurs, antérieurs et inférieurs. Elle donne quatre collatérales. Tout d'abord, l'artère segmentaire supérieure, l'artère segmentaire antéro-supérieure, l'artère segmentaire antéro-inférieure et enfin l'artère segmentaire inférieure. Chaque artère segmentaire se scinde à son tour en artères interlobaires, puis elle s'enfonce dans les colonnes de Bertin. Quand ces artères interlobaires arrivent au niveau des bases des pyramides de Malpighi, elles se divisent en deux branches, suivant un trajet parallèle à la surface du rein. Ces branches sont les artères arquées, et celles-ci donnent des artères arquées de second et de troisième ordre, qui donneront enfin les artères interlobulaires, à ne pas confondre bien sûr avec les artères interlobaires précédemment citées. La branche postérieure ou branche rétropéilique, qui émane comme la branche antérieure directement de l'artère rénale, draine quant à elle le segment postérieur. Les veines rénales sont satellites des artères. Elles confluent pour rejoindre la veine rénale qui se jettera ensuite dans la veine cave inférieure. En ce qui concerne les vaisseaux lymphatiques rénaux, ils sont peu nombreux. Ceux de la capsule sont drainés via la circulation lymphatique des organes voisins vers les ganglions aortiques supérieurs. Ceux du parenchyme, quant à eux, forment un réseau entre les tubes, surtout dans le cortex, et confluent en vaisseaux parallèles aux vaisseaux sanguins. Il est à noter qu'il n'existe pas de vaisseaux lymphatiques au niveau des glomérules. Parlons enfin de l'innervation du rein. Elle dépend du plexus rénal situé le long de l'artère rénale depuis son émergence de l'aorte jusqu'au île. À partir du plexus rénal, les fibres nerveuses suivent le trajet des artères jusqu'aux glomérules. Elles innervent les vaisseaux et l'épithélium des tubes contournés. Afin de vous construire ce cours, nous nous sommes basés sur les enseignements du Dr Hossein de la faculté de médecine de Béjaïa, ainsi que sur les ouvrages de Frank Netter et de Pierre Camina qui traitent sur l'abdomen. Un nom très récurrent dans ce cours d'anatomie du rein, c'est Malpighi. Marcello Malpighi, ce médecin et naturaliste italien qui a révolutionné la médecine de son époque grâce à ses observations ainsi que ses théories, et qui a probablement écrit des dizaines de pages de la médecine moderne que nous connaissons aujourd'hui au XXIe siècle. Alors prochainement, nous vous parlerons de Marcello Malpighi ainsi que de ses travaux en médecine, en physiologie, en histologie, même en ingénierie, en botanique et en entomologie. Et de ce fait, Marcello Malpighi est l'exemple parfait de la pluridisciplinarité. À très bientôt.